Bonjour, dans cette nouvelle vidéo numéro 5, rappelons auparavant les notions traitées dans la vidéo numéro 4. Lors de la capsule vidéo numéro 4, nous avons introduit quelques nouvelles définitions de la thermodynamique. Nous avons vu en particulier la notion de système, le type de système, le type de variable d'état et la notion d'équilibre thermodynamique. Cette nouvelle vidéo numéro 5 est la suite logique de la précédente, c'est-à-dire elle entame et termine le chapitre vocabulaire et définition thermodynamique. On y verra en particulier la notion de transformation d'un système et la notion de diagramme thermodynamique. Alors, qu'est-ce qu'une transformation ? Une transformation est un processus, c'est un phénomène physique ou chimique qui implique la variation de au moins une variable d'état du système. On dit, dans le jargon de la thermodynamique, que le système évolue de l'état initial I jusqu'à l'état final F. Donc, si le phénomène physique implique la variation d'au moins une variable d'état, ça pourrait être une variable, deux variables, voire plus, alors on peut parler de transformation. On dit que le système évolue de l'état initial I à l'état final F. Lorsqu'on connaît les variables d'état, c'est-à-dire on connaît leurs valeurs, on peut donc les représenter dans un diagramme. Soit un système subissant une transformation de l'état initial A à l'état final B, supposons que les variables d'état du système soient X et Y, on peut donc représenter la variable Y en fonction de X, selon le diagramme suivant. Alors A et B sont les états initiaux et finaux, donc A est caractérisé par XA, YA, ce sont les variables d'état de l'équilibre A, et B caractérisé par XB et YB. Venons-en maintenant à la notion de fonction d'état. Souvent, on peut réaliser des transformations entre un état initial 1 et un état final 2 de plusieurs façons différentes. Ça veut dire quoi? En empruntant des chemins différents. Donc voyons voir ce diagramme. Je considère un système dans son état d'équilibre thermodynamique 1, caractérisé par les variables d'état P1, V1, T1, qui va évoluer vers un état d'équilibre final 2, caractérisé par les variables d'état P2, V2 et T2, selon trois types de transformations, ou bien selon trois types de chemins. La première transformation, j'appellerai la transformation 1, deuxième transformation 2, ou bien je peux imaginer une troisième transformation qui peut me faire évoluer le système de l'état 1 à l'état 2. Rappelons une chose importante en thermodynamique qui concerne les fonctions d'état. Il existe des fonctions f de PVT dont les variations delta f entre l'état final et l'état initial qu'on note delta f qui est égal à f2 moins f1 au cours d'une transformation ramenant le système de l'état 1 à l'état 2, cette variation elle est indépendante du chemin suivi. Alors ces fonctions sont dites des fonctions d'état. Delta f qui est égal à f2 moins f1, c'est-à-dire la valeur de la fonction f à l'état 2 moins la valeur de la fonction f à l'état 1, et cette variation delta f est une constante pour les fonctions d'état. Exemple, l'enthalpie H et l'énergie interne qu'on définira plus tard sont des fonctions d'état, mais le travail W et la chaleur Q ne sont pas des fonctions d'état. Rappelons également une chose importante qui va faire le lien avec le chapitre des rappels mathématiques, c'est que la différentielle d'une fonction d'état est une différentielle totale exacte ou bien une différentielle totale. Et je vous invite à voir le rappel
sur les outils mathématiques et en particulier la vidéo numéro 2. Il existe plusieurs types de transformations en thermodynamique. On commence par la première, la transformation irréversible. Tahwil la rij'i. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ou de quoi s'agit-il? C'est une transformation rapide et brutale, hors équilibre. Et il faut savoir qu'en thermodynamique, toutes les transformations naturelles sont irréversibles. Il est impossible de définir les variables d'état du système durant la transformation, puisqu'on ne connaît pas les variables d'état durant la transformation, puisque celle-ci est d'ailleurs elle est rapide et brutale. Schématiquement, on a ça. Donc, si vous avez un gaz renfermé dans un cylindre qui se trouve à l'état d'équilibre initial, caractérisé par les variables d'état P1, V1, T1, et on pose subitement sur le piston de ce cylindre, qui est un piston mobile, on pose une masse de 10 kg. Au bout d'un certain moment, plus ou moins rapide, on obtient un deuxième état d'équilibre final, caractérisé par les variables P2, V2 et T2. Vous devinez bien, c'est une transformation rapide, et donc, par conséquent, c'est une transformation irréversible. Elle est rapide et brutale, donc irréversible. Voilà, ça c'est le premier type de transformation. Le deuxième type de transformation que l'on va voir, ce sont les transformations quasi-statiques. C'est une transformation lente. Non seulement elle est lente, mais elle est composée d'une suite continue d'états d'équilibre infiniment voisins, qu'on va le noter A, C, D, E, etc., comme illustré sur le diagramme. Donc, rappelons, la transformation quasi-statique, elle vérifie ces deux points. C'est une transformation lente et elle est composée d'une suite continue d'états d'équilibre infiniment voisins. Le troisième type de transformation, c'est la transformation réversible. C'est une transformation lente qui passe par une succession d'états d'équilibre, donc automatiquement c'est une quasi-statique, mais non seulement ça, mais il faut en plus qu'il soit possible d'inverser exactement la transformation sans qu'il y ait modification ni dans le système, ni dans le milieu extérieur. Alors, pour illustrer ça, je donne le schéma de tout à l'heure, ou bien l'exemple de tout à l'heure. Imaginons le même gaz de tout à l'heure, à l'état initial P1, V1, T1, mais cette fois-ci, au lieu de déposer d'un seul coup une masse de 10 kg, on va procéder par étapes. On va déposer 1 gramme sur le piston et on va attendre l'état d'équilibre suivant. Ensuite, on dépose un deuxième gramme et ainsi de suite jusqu'à atteindre l'état d'équilibre final P2, V2, T2. Schématiquement, ça donne le schéma suivant. Alors ici, la transformation, comme vous le devinez, elle est lente. Elle passe par une succession d'états d'équilibre et vous imaginez qu'une telle évolution est réversible. Donc on dit qu'elle est réversible si le système est à chaque instant en équilibre avec l'extérieur. On peut alors revenir à l'état de départ pour le système et l'extérieur. Bon, voir le film à l'envers, vous avez une idée, hein? C'est comme si vous voyez un film mais à l'envers. En imposant à nouveau la contrainte. Dans le cas contraire, on parle d'évolution irréversible. Donc ici, bien sûr, il s'agit bel et bien d'une transformation réversible puisqu'elle satisfait aux deux conditions définies dans la définition. Il faut savoir que les transformations réversibles ne sont pas réelles, mais c'est le cas idéal pour les calculs en thermodynamique. Dans la pratique, on considère qu'une transformation très lente
est réversible. Ceci constitue évidemment une approximation. Il faut savoir aussi que les frottements et les transferts thermiques sont les causes fondamentales de l'irréversibilité. Pour tendre vers la réversibilité, une condition nécessaire est de limiter ces effets, c'est-à-dire les effets de frottement et les effets de transfert de chaleur. Autre remarque importante, alors soit le diagramme suivant qui représente la pression P en fonction du volume V pour un système en état d'équilibre 1 qui évolue entre l'état d'équilibre 1 et l'état d'équilibre 2. Une transformation 1-2 est dite réversible si l'on peut effectuer la transformation inverse, c'est-à-dire ramenant le système de 2 vers 1 en passant par le même chemin. Si par contre on est obligé de passer par un autre chemin, les transformations 1-2 et 2-1 sont dites quasi-statiques. Si la transformation 1-2 par contre est brutale ou bien spontanée, alors celle-ci est irréversible. Parmi les transformations réversibles particulières, on note tout particulièrement la transformation isochore. Alors dans un diagramme où la pression P est reportée en fonction de V, cette transformation se schématise par une ligne verticale, c'est-à-dire qui montre que le volume est constant. Donc c'est une transformation à volume constant. Le deuxième type de transformation, c'est la transformation isobare. Donc dans le même diagramme P en fonction de V, ceci se traduit par un segment parallèle à l'axe des X, c'est-à-dire l'axe des volumes. C'est une transformation qui se passe à pression constante. Parmi les autres transformations intéressantes, bien sûr, il y a la transformation isotherme. Pour les gaz parfaits, comme son nom l'indique, cette transformation s'effectue à température constante. Et donc pour un gaz parfait, ça se traduit par une relation de type hyperbolique, c'est-à-dire P égale à une constante sur V. Lorsque le système évolue d'un état 1 vers un état 2 en effectuant une transformation isotherme. Autre type de transformation, une transformation cyclique. Dans ce cas, le système part d'un état initial 1, effectue un ensemble de transformations et retourne vers l'état final 2, qui n'est rien d'autre que l'état initial 1. On dit que l'état initial 1 coïncide avec l'état initial 2, ou bien l'état initial 1 est identique à l'état final 2 dans une transformation cyclique. Autre type de transformation, la transformation adiabatique. De quoi s'agit-il? C'est une transformation au cours de laquelle le système n'échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. C'est une transformation adiabatique. Parmi les diagrammes thermodynamiques intéressants que l'on verra tout au long de ce cours, il y a deux types de diagrammes, le diagramme de Clapeyron et le diagramme d'Amaga. Alors le diagramme de Clapeyron dans lequel on représente la pression P en fonction du volume, on l'a déjà d'ailleurs vu, et le diagramme d'Amaga, c'est dans lequel on représente le produit P fois V en fonction de la pression P. Pour un gaz parfait, on a la chose suivante. Donc, pour un gaz parfait, les isothermes sont représentés par des hyperboles dans le diagramme PV, c'est-à-dire le diagramme de Clapeyron. Et pour le même gaz parfait, cet isotherme est représenté par une ligne droite, puisque PV, qui est égal à nRT, égale à une constante. Pour un isotherme, une constante se traduit par une ligne droite parallèle à l'axe des X, qui est ici l'axe des pressions. Donc, pour récapituler, les isothermes d'un gaz parfait sont donc des hyperboles en coordonnées de Clapeyron,
et sont des droites parallèles à l'axe des abscisses en coordonnées d'Amaga. Autre définition importante en thermodynamique, c'est ce qu'on appelle la notion de paroi. Alors, qu'est-ce qu'une paroi? La paroi, c'est tout simplement la frontière ou la limite qui enveloppe le système et qui le sépare du milieu extérieur. En thermodynamique, il existe deux types de parois, les parois dites athermanes et les parois diathermanes. La paroi athermane, c'est une paroi qui ne transmet pas la chaleur. La transformation est presque toujours adiabatique, sauf bien sûr dans certaines exceptions où le système est muni d'une résistance électrique chauffante. Par exemple, malgré que la paroi soit athermane, la transformation peut être non adiabatique, comme dans le schéma suivant, si le système est muni d'une résistance chauffante. L'autre type de paroi, c'est la paroi diathermane. C'est une paroi qui transmet la chaleur. Alors, pour récapituler, une paroi athermane, elle donne naissance à une transformation adiabatique en général. Une paroi diathermane est une paroi qui donne naissance à une transformation non adiabatique. Voilà, nous arrivons à la fin de la capsule vidéo numéro 5 et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo numéro 6 pour terminer le chapitre généralité de la thermodynamique. Nous y parlerons en particulier de la notion de thermométrie et des coefficients thermoélastiques. Merci. Merci.